Merci à tout le monde d'être présent en ce jeudi soir 18h35. L'association Retina France est particulièrement heureuse de vous avoir pour ce nouveau webinaire. Nous avons parmi nous le professeur Vincent Soler, membre du comité scientifique de Retina France, rétinologue, patron du centre de la rétine au CHU de Purpan, Toulouse. Merci à vous, professeur que nous avons rencontré à la SFO la semaine dernière. Un grand merci de vous rendre disponible comme toujours, je le précise. Nous avons aussi parmi nous David Labarre, qui est donc vice-champion paralympique, qui était capitaine de l'équipe de France CSI Foot et qui depuis est devenu conférencier en entreprise ainsi que montagnard en haute altitude. Plusieurs sommets ont été grimpés par David, l'Aneto, le Mont Blanc. Il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Nous allons donc, dans un second temps, remercier toutes les personnes qui se sont connectées parce que la vie d'une association, c'est du présentiel, mais c'est aussi, on le devine, depuis la pandémie, la possibilité de se connecter. Et je voulais remercier très sincèrement mes collègues Hélène Péguillet et Jennifer Cos qui ont œuvré pour la tenue de ce webinaire. C'est jamais facile, vous savez qu'il y a toujours des petits incidents techniques. Et avant de laisser la parole au professeur Solaire, je voulais, au nom du président de l'association, M. Moser, et de l'ensemble du conseil d'administration, vous dire à quel point Retina France restait mobilisée, active au quotidien pour faire en sorte que la lutte contre la malvoyance soit au cœur de tous les sujets, que ce soit à travers les médias, mais aussi à travers les actions de terrain et les actions sur Internet, comme nous le vivons en ce moment. Professeur, on va vous demander d'intervenir sur un sujet crucial avec l'été qui arrive, c'est l'impact du soleil sur la rétine, mais aussi sur les principales affections qui touchent la rétine avec les thérapies en cours et les espoirs à venir. Nous aurons ensuite la possibilité de poser 3-4 questions. Il y aura ensuite David Labarre qui prendra la parole avec aussi M. Philippe Tenny, son aidant accompagnateur, tous les deux conférenciers, et nous reposerons des questions en fin de webinaire. Pour celles et ceux qui auraient peur de ne pas avoir de réponse à la question, sachez que si on ne peut pas toutes les traiter, on le fera ensuite, même après le webinaire. C'est à vous, professeur. Merci encore. Petit rappel sur l'œil et l'image, puisqu'en fait, l'œil est quand même un véritable appareil photo. Et finalement, le soleil va avoir un impact sur les différents tissus de l'œil. Alors, on parle beaucoup de la rétine avec Retina France, mais l'œil est composé donc de différents tissus qui vont être touchés par les rayons du soleil. Donc, si on compare l'œil, donc un appareil photo, vous avez ici un appareil photo avec donc la partie qui est devant au niveau de l'œil, qui est transparente, qui s'appelle la cornée. C'est un véritable hublot, c'est l'objectif de l'appareil photo. Derrière, on a cette cornée, elle se poursuit par ce que l'on appelle communément le blanc de l'œil, qui est en fait une coque, comme la coquille d'un œuf, pardon. Ensuite, derrière la cornée, derrière le hublot ou derrière l'objectif, j'utilise tous les termes que je donne habituellement aux patients. Donc derrière cette cornée, il y a le diaphragme de l'appareil photo que l'on appelle l'iris, donc qui chez moi n'est pas bleu mais marron, et chez d'autres personnes c'est ce qui est bleu. Et cet iris est percé au centre de la pupille par là où vont passer donc les rayons lumineux. Et derrière, derrière l'iris, il y a le cristallin qui, lorsqu'il devient opaque, donne la cataracte. Et donc, ce cristallin, là, vous le voyez en jaune et il a la forme globalement d'une lentille, comme les lentilles que vous mangez, la forme d'une soucoupe volante, utilisez le terme qui vous fait plaisir. Et derrière, donc, ce qui est en marron sur le schéma, mais qui correspond donc à la rétine, qui est la véritable pellicule photo donc de notre appareil photo. Et derrière cette rétine, la rétine se poursuit par un câble qui est le nerf optique, qui est un véritable câble USB qui relie l'appareil photo numérique à l'ordinateur. Donc, ceci étant dit, les tissus qui vont être touchés par les rayons du soleil vont être les tissus qui vont être traversés par le soleil ou qui sont en contact direct avec l'extérieur. Donc, je parle de la cornée,
je parle du cristallin et je parle de la rétine. Donc, au niveau de la cornée, les pathologies qui peuvent être liées au soleil, donc la plus connue, c'est ce que l'on appelle l'ophtalmie des neiges. Donc, pour les montagnards, on sait bien qu'il faut porter des lunettes de soleil pour éviter donc une agression par ces rayons solaires. Et ça se manifeste, cette ophtalmie des neiges, elle se manifeste par une irritation cornéenne. Donc, et en général, elle se manifeste par des douleurs nocturnes, c'est-à-dire qu'on a une exposition au soleil, donc on n'a pas mis de lunettes de soleil pendant la journée. En général, c'est des journées où on est sur la neige avec une très forte réverbération et donc il y a une agression physique directe sur la cornée des rayons du soleil et le patient donc il a un peu mal, l'œil qui larmoie un petit peu en fin de journée et par contre par la suite se réveille une douleur qui est très importante. C'est un petit peu la même chose que l'on peut observer chez les patients qui soudent à l'arc et qui de temps en temps n'y voient rien à travers le masque qui s'est embué et qui finissent de souder en levant la visière du masque parce qu'ils n'y voient plus rien. Et ce sont des patients qui arrivent donc en général à 2 heures du matin avec une kératite. Donc kératite, c'est irritation de la cornée. Pardonnez-moi les termes des fois un peu techniques. Et donc cette irritation de la cornée, elle disparaît en 24-48 heures avec un pansement occlusif, de la pommade, et puis surtout, c'est le temps qui va faire que ça va s'améliorer. Après, dans les autres atteintes cornéennes, il y a ce qu'on appelle le ptérygion, qui est une petite membrane blanche en général qui survient à la limite entre la cornée et le blanc de l'œil. C'est une petite donc, membrane surélevée qui vient gagner vers la pupille. Donc, cette petite membrane blanche, elle survient à la limite entre cornée et blanc de l'œil et elle va gagner devant l'iris vers la pupille. C'est une petite prolifération cellulaire bénigne, mais là qui témoigne d'une exposition chronique. Alors, il y a le soleil qui est impliqué dans cette physiopathologie, mais il y a aussi le vent et la sécheresse. Donc ça, c'était pour la partie cornée. Derrière la cornée, il y a le cristallin. Donc, le cristallin, c'est cette lentille qui fait la mise au point. Alors, ça a une fonction d'une part de véritable lentille optique qui permet de focaliser les rayons lumineux sur la rétine. Et ça a aussi une fonction d'accommodation. C'est ce qui permet de passer de la vision de loin à la vision de près, comme un appareil photo quand on fait le focus, avec donc une photo de loin et après on veut prendre une photo d'une fleur par exemple et à ce moment-là donc le focus, on fait jouer le focus pour pouvoir avoir une photo nette de cette fleur. Donc ce cristallin il est sensible aux UV du soleil et notamment et donc ça donne c'est un facteur de cataracte. Ça a été montré notamment par une étude à Sète, donc à Sète dans la région Occitanie, à côté de Montpellier. Et c'est une étude d'une équipe montpelliéraine avec le professeur Cécile Delcourt qui était à Montpellier, qui est maintenant à Bordeaux en 98. Donc c'était une étude qui s'appelait l'étude POLA, P-O-L-A, comme pathologie oculaire liée à l'âge et qui a étudié la survenue de pathologies chez une population, donc dans la ville de Sète, pathologie oculaire. Et donc, ils ont montré l'impact du soleil, de l'exposition au soleil dans la survenue de la cataracte. Et ensuite, donc, il y a la rétine. Donc, c'est cette membrane qui est située à l'arrière de l'œil, dans cette chambre noire qui est située donc en arrière de l'iris. Et donc, cette rétine tapisse la chambre noire et constitue donc une véritable pellicule photo. Les rayons lumineux sont en général concentrés essentiellement au niveau du centre de la rétine, que l'on appelle la macula. Et c'est au niveau de cette macula que vont se concentrer un certain nombre de pathologies.
Tout d'abord parce que c'est la zone la plus active de la rétine. Il faut savoir que la rétine, c'est le tissu de l'organisme qui consomme le plus d'oxygène au gramme par gramme. Donc forcément, la rétine consomme moins d'oxygène que le cerveau ou le cœur, mais par gramme de tissu, c'est la rétine qui consomme le plus d'oxygène. Et forcément, c'est au centre que cette consommation est la plus importante. Et donc, lorsque le soleil agit, agresse cette rétine, eh bien, c'est au centre que les pathologies vont apparaître, parce que c'est la zone la plus active et parce que c'est aussi au centre que se focalisent les rayons lumineux essentiellement. Donc, en termes de pathologie, alors autant il n'y a pas, à ma connaissance, de pathologie aiguë du cristallin liée au soleil. Par contre, il y a au niveau de la rétine, comme au niveau de la cornée, des pathologies aiguës et des pathologies, des atteintes aiguës et des atteintes chroniques. Concernant l'atteinte aiguë, eh bien, donc l'exposition la plus connue, c'est l'exposition du sujet qui est mal informé et qui veut regarder le soleil, soit tout bêtement le soleil, soit qui veut regarder une éclipse solaire. Et à ce moment-là, on a une concentration des rayons solaires sur la rétine, au centre de la rétine, et on va avoir une atteinte de la rétine. La rétine, c'est une superposition de couches cellulaires. La plus en arrière, donc, est la couche qui capte les rayons lumineux, c'est la couche des photorécepteurs. Et les pathologies aiguës et la pathologie chronique la plus connue, qui est liée, pour laquelle en tout cas il a été retrouvé une association à l'exposition solaire, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Voilà. Donc, je dois avoir une image. Ah non. Voilà, ça par exemple, vous avez ici une photo de rétine normale. Donc à gauche, c'est une photo de face et à droite, c'est une coupe de rétine. Et en fait, il faut voir donc il faut comprendre que la rétine vue en coupe, eh bien, est constituée d'une superposition de couches cellulaires avec, pour les couches les plus en arrière, on parle de couches externes de la rétine, eh bien, les photorécepteurs, qui sont les cellules qui captent la lumière, qui vont transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique. Et cette énergie électrique, elle va remonter dans la rétine, donc elle se déplace vers l'avant, l'information va se déplacer vers l'avant et va aller donc stimuler les fibres qui ensuite convergent vers le nerf optique, qui est le câble USB dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc les rayons du soleil, en cas d'exposition aiguë à de très fortes énergies, vont aller détruire des cellules photoréceptrices, situées en général, c'est toujours au centre que ça se manifeste. Or, en fait, ces cellules du centre de la rétine, eh bien, elles sont associées à une acuité visuelle très haute. Les cellules qui sont situées autour du centre de la rétine peuvent être préservées, mais elles ne peuvent pas être associées à de très bonnes acuités visuelles. Et donc, c'est pour ça qu'en cas d'exposition au soleil, quand on regarde une éclipse, eh bien, on peut avoir des sujets qui perdent de l'acuité visuelle, tout simplement parce que les cellules photoréceptrices ont été détruites au centre. Et c'est ce que je vous montrerai dans une image que j'ai prise sur Internet, dans une publication, et où on voit très bien les cellules photoréceptrices qui sont détruites au centre. Et du coup, cela se traduit par une baisse d'acuité visuelle et par ce que nous, on appelle un scotome central, qui est un terme scientifique barbare pour dire que le patient a une tache noire au centre de la vision. Un petit peu comme dans une DMLA, sauf que dans la DMLA, la tache est souvent
plus étendue par rapport à un phototraumatisme, donc un phototraumatisme aigu, c'est-à-dire une exposition aiguë à la lumière du soleil. Donc, un exemple, alors ça c'est dans le même type que les expositions aiguës à la lumière du soleil, il y a les expositions au laser. Donc, certains s'amusent avec des lasers à les pointer dans les yeux. Et en fait, il y a, pour ceux qui regardent les images, eh bien, on a sur l'image de gauche la même photo que tout à l'heure, à peu près la même, mais avec une cicatrice centrale blanche et sur l'OCT, le scanner de la rétine, donc au niveau de l'image de droite, on a une destruction des cellules qui captent la lumière, les photorécepteurs. Voilà. Et ce type d'atteinte est associé donc à une baisse de vision et ce que l'on appelle donc le scotome central, une tache centrale dans le champ de vision. Lorsque l'on a une atteinte liée au soleil, eh bien, on a à peu près la même chose. Alors, on n'a pas forcément les mêmes images exactement, mais par contre, on voit bien lorsqu'on observe les scanners de rétine, comme ici, eh bien, une altération des couches essentiellement externes de la rétine et même parfois donc de toutes les couches de la rétine. Ce patient a regardé une éclipse, il présente un phototraumatisme lié au soleil. J'allais justement, professeur, vous parler de ça et vous poser la question, puisque Retina France avait été à l'origine des 2 grandes campagnes de prévention vis-à-vis de l'éclipse solaire du 11 août 1999, suivie d'une seconde en 2001, et nous avions eu effectivement des cas. En quoi l'éclipse est encore plus problématique, docteur, professeur? Je pense tout simplement parce qu'on arrive plus facilement à regarder le soleil dans ces conditions-là, tandis que il est quand même assez rare d'avoir quelqu'un, excusez-moi le terme, mais de suffisamment borné pour parvenir à regarder de façon prolongée le soleil. Je pense que le phénomène lié à l'éclipse, il est essentiellement lié au fait qu'on a l'impression que l'éclipse nous protège, mais au fur et à mesure, d'abord, souvent, il y a des rayons du soleil et ça passe, et puis après, progressivement, quand le soleil réapparaît, on a l'énergie lumineuse qui se concentre sur la rétine. Et ce qui est intéressant dans ces images, c'est de voir la localisation excessivement centrale de ces lésions. Mais ce sont des patients qui peuvent passer de 10 à 6 sur 10, tout bêtement en quelques minutes, quoi. Alors au début, ils ont moins, après ils récupèrent un peu, mais en général, ça ne peut pas récupérer complètement. Voilà. Une autre question, professeur, liée à tout ce que vous dites, c'est que le professeur Jean-Louis Duffier, qui a présidé longtemps le comité scientifique de Retina France, avait parlé de la découverte d'un patient qui avait une DMLA. Et en fait, le second œil, l'œil droit, était très peu touché parce qu'il avait eu une cataracte suite à des projections de produits liquides, ce n'est pas lié à l'âge. Et la cataracte avait énormément protégé le second œil. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aussi un impact du soleil sur la DMLA? Alors oui, il a été démontré que le soleil avait un impact sur le risque de DMLA, ça a été montré aussi. Mais c'est sûr que par contre, c'est une exposition chronique. C'est pas une exposition aiguë. Ça, c'est la première chose. Après, il est assez fréquent de voir que sur des yeux, ou en tout cas des rétines qui fonctionnent coup-ci, coup-ça, pas si bien que ça, eh bien finalement, on a moins de pathologies qui se développent. Par exemple, je n'ai jamais vu un sujet myope fort avec une rétinopathie diabétique. Alors, pourquoi, je ne peux pas vous dire, mais probablement que la myopie forte est une pathologie où la rétine est malade, elle est étirée. Et au final, c'est possible que le métabolisme de la rétine du myope fort protège un petit peu d'une rétinopathie diabétique. Et de la même façon, donc, quand on a un œil amblyope,
c'est-à-dire un œil qui y voit peu depuis l'enfance. Il y a des patients donc, qui présentent, par exemple, dans le cas le plus typique, un strabisme avec un œil qui voit 10 sur 10, un œil qui voit 1 sur 10. Ces patients-là, eh bien, souvent, s'ils présentent une pathologie sévère au niveau d'un œil, comme alors je pense beaucoup à la rétinopathie diabétique, eh bien, souvent, sur l'œil amblyope, on ne voit pas grand-chose. Donc, il peut y avoir des asymétries de développement des pathologies et il est clair que la présence d'une cataracte va protéger la rétine. Le cristallin agit comme un filtre. D'ailleurs, quand on met des implants, lors des chirurgies de cataracte, ce sont des implants qui comportent en eux-mêmes des filtres, des filtres anti-ultraviolets. Et par ailleurs, vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais en tout cas, les patients qui présentent une cataracte présentent donc un filtre qui va être certes pathologique lorsque la cataracte est très évoluée, mais c'est un réel filtre, et notamment un filtre chromatique, puisqu'on a une modification de la perception des couleurs. Je pense notamment à un ami que j'avais opéré de cataracte, et une fois que je l'ai eu opéré, il a dit à sa femme, tu as fait retapisser les fauteuils, et elle lui a dit non, ils n'ont pas changé de couleur, c'est toi qui as changé de cristallin. Et vous avez comme exemple, l'exemple typique, ce sont les nénuphars de Monet, avec Monet donc, qui a peint à Givenchy. Peut-être que je dis peut-être que dans ce que je dis, il y a des erreurs sur les termes utilisés, mais notamment sur les titres des tableaux, mais Monet avait fait toute une série de tableaux à Givenchy avec les nénuphars, et on voit au fur et à mesure du développement de sa cataracte, d'une part, une diminution des détails qui sont peints, donc une diminution des détails qui sont perçus par le peintre, et d'autre part, une modification complète des couleurs de ces nénuphars, puisque les nénuphars l'ensemble du tableau tend vers des couleurs plutôt marron, rouge, jaune. Il faut retenir qu'il y a tous les tissus qui sont traversés par les rayons lumineux qui peuvent être touchés par les rayons du soleil et donc présenter des pathologies liées au soleil, avec des pathologies liées à une exposition aiguë, ça c'est notamment la cornée et la rétine, et des pathologies liées à une exposition chronique, donc c'est la cornée, le cristallin avec la cataracte, et la rétine avec notamment la DMLA. Et c'est sûr que la DMLA, c'est la pathologie que l'on connaît le plus, mais ça veut bien dire que voilà, sur des rétines qui sont fragiles, comme des rétines de rétinite pigmentaire ou d'autres dystrophies rétiniennes héréditaires, il est, à mon sens, effectivement préférable de se protéger du soleil. D'ailleurs, si les patients qui présentent des rétines initialement saines se protègent du soleil, il n'y a pas de raison que les patients qui présentent des atteintes évoluées ou des dystrophies rétiniennes héréditaires potentiellement évolutives ne se protègent pas. Merci, professeur. On comprend bien d'ailleurs à la lecture de votre dernière phrase qu'avec l'été qui arrive, que ce soit pour les personnes malvoyantes, mais que ce soit aussi pour les familles en général, et notamment pour les enfants lorsqu'on les amène à la plage, il est prioritaire de bien protéger sa vision avec des lunettes de soleil de qualité. Peut-être sur l'aspect qualité, vous pouvez nous en dire deux mots, parce qu'on a tous tendance à aller avec l'inflation actuelle vers ce qui est pas cher. Est-ce qu'il y a du pas cher correct, ou est-ce qu'il faut vraiment avoir quelque chose de bien précis? Alors, déjà, le pas cher correct, c'est une bonne casquette aussi, ou un chapeau. Et après, effectivement, il faut avoir des lunettes. Alors, pour les sujets malvoyants, on parle aussi des filtres thérapeutiques. Là, les filtres thérapeutiques, souvent, ce qu'on dit, c'est que ça dépend du patient, hein. C'est l'opticien et le patient qui choisissent les verres, puisqu'ils vont choisir les verres en fonction des contrastes ressentis c'est surtout en fonction du ressenti du patient, à l'intérieur, à l'extérieur, en fonction des activités, et chaque chaque filtre thérapeutique, pardon, va générer un contraste qui peut aller plus ou moins au patient.
Et après, sur les verres, eh bien, il faut des verres qui couvrent bien sur des lunettes qui couvrent bien sur les côtés. Ça sert à rien d'avoir des lunettes de soleil si elles couvrent pas sur les côtés. En tout cas, on a quand même une exposition résiduelle quand il y a une exposition latérale. Donc les montagnards le savent bien, ils ont souvent des lunettes avec donc les anciens, ils avaient des petits paravents en cuir, je sais pas comment on dit, mais des petites protections latérales en cuir sur les lunettes. Et ensuite, donc au moins des catégories 3, si ce n'est catégorie 4. Après, les catégories 4, par contre, on n'a pas le droit de conduire avec. C'est ce que l'on appelle aussi communément les lunettes de glacier. D'accord. Voilà. D'accord. Je dirais au minimum, il faut catégorie 3 puisqu'on a le droit de conduire avec. Et puis même dans les 4, il y a différents niveaux de teinte. Et alors, je ne suis pas opticien, je ne peux pas vous décrire tous ces niveaux de teinte, mais il me semble qu'il y a des niveaux de teinte avec lesquels, pour ma part, je ne me lancerai pas à la conduite. Et il y a des niveaux de teinte de catégorie 4 où je trouve, enfin, j'ai des lunettes catégorie 4 où je trouve que dans certaines conditions, je pourrais conduire. Je le fais pas parce que c'est pas autorisé, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a différents niveaux de teinte dans les différentes catégories. Mais là, par contre, je suis pas opticien, donc je peux pas vous dire. Mais moi, mes recommandations, c'est catégorie 4 quand on peut, et sinon au minimum catégorie 3. Ouais. D'accord. Professeur, merci beaucoup. Je vais demander à Hélène et à Jennifer si elles ont des questions de la part de l'assistance. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, nous avons notre assemblée générale qui se déroule à Dax, donc au mois de juin. Ça se déroule donc le vendredi 24, c'est la journée des correspondants. Samedi 25 et dimanche 26, c'est l'assemblée générale. Vous pouvez encore vous inscrire pour celles et ceux qui veulent donc vous rendre dans cette superbe établissement géré par Vacances Bleues, qui est partenaire de Retina, qui s'appelle Le Splendide, qui est un hôtel art déco extraordinaire. Nous avons eu aux meilleures conditions possibles. Il y aura aussi un colloque médical l'après-midi avec différentes visites de la ville de Dax, ô combien symbolique, puisqu'elle abrite le berceau de Saint-Vincent de Paul, qui était d'ailleurs le saint dévoué aux personnes ayant des problèmes de santé. Voilà. Alors, du coup, la question, c'est: je suis touchée par une rétinite pigmentaire assez avancée et par une forte photophobie. La photophobie est plus gênante que la rétinite pigmentaire car on ne peut pas la gérer et on la subit selon les conditions de luminosité que l'on rencontre. Y a-t-il des moyens de s'en protéger ou d'en diminuer les effets? Le meilleur moyen, ça reste de trouver le filtre thérapeutique et qui va permettre de limiter la plainte. Il n'y a pas de traitement, ça ne va être que des petits moyens. Et comme vous disiez Les tout à filtres, l'heure, après, ça paraît une évidence, mais de jouer sur la luminosité ambiante et les contrastes, mais bon, ça paraît évident. Ouais. comme vous disiez tout à l'heure, aussi peut-être un excellent chapeau, les côtés protégés. En termes de filtres, c'est quoi? C'est principalement les opticiens basse vision pour ce type de… Oui, Ouais. ouais. Ils ont toute une gamme en général de filtres proposés et il faut les essayer un par un. Tous les patients enfin, souvent on dit que les patients qui ont une basse vision ont un ressenti différent. Après, de toute façon, nous, au niveau pathologie, on voit que l'expression clinique des pathologies est variable. Hein. Tous les patients sont différents, donc il est normal que le ressenti soit différent. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est l'équipe opticien-patient qui choisit le filtre. Un opticien basse vision aura une valise, souvent c'est dans une valise avec tous les filtres à disposition. Merci, professeur. Je vais donc embrayer sur quelqu'un dont on a dressé le profil très rapidement juste avant que le webinaire commence. Donc, je vais répéter: David Labarre, parrain de Retina France, auteur de plusieurs exploits sportifs en gravissant l'Aneto, le Mont Blanc, atteint d'une rétinopathie pigmentaire très évoluée.
je vais livrer une information personnelle. La première fois que j'ai vu David, c'était au TFC, au Toulouse Football Club, c'était au Stadium. Et je regardais un match de CC Foot. C'était dans le cadre d'un tournoi organisé par M. Del Tedesco. Et là, je vois quelqu'un qui joue au foot pratiquement avec les qualités d'un bien-voyant. Et on me dit, voilà, c'est David Lamarre, il joue en équipe de France, etc., etc. Ça a démarré comme ça. Et puis petit à petit, donc, on a eu des liens. Et puis dernièrement, enfin, l'année dernière, on a fait une action de partenariat. Il était là à la randonnée de la baie du Mont-Saint-Michel. Il a raconté comment il avait appréhendé sa malvoyance, comment il pratiquait un sport de haut niveau, comment il est devenu conférencier, comment il réussit à faire de l'alpinisme, de la haute montagne tout seul. Il est accompagné par Philippe Tenny. Je laisse donc la parole à David. Et David, vous faites comme lors de la baie du Mont-Saint-Michel, faites-nous rêver. Bon, du coup, Philippe ne m'accompagne pas en montagne. Bonjour à tous déjà, je me présente. Donc, je m'appelle David Labarre. J'habite dans les montagnes, dans les Pyrénées. Je suis malvoyant. Et du coup, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Vincent, là, il y a 2 mois de ça, je suis parti en ski de rando et j'ai oublié mes lunettes de soleil. Grosse erreur. Et du coup, je n'arrivais plus à ouvrir les yeux. Et heureusement que le copain qui était avec moi avait des lunettes de soleil parce que je pense que ça aurait été hyper compliqué pour moi de garder les yeux ouverts. Du coup, voilà, ça me fait très mal aux yeux, ébloui. Et bon, voilà, après, j'ai pas ressenti de douleur dans la nuit, des choses comme ça. Donc, heureusement, mais voilà, j'ai fait une bêtise et bon, elle se termine bien, donc tant mieux. Du coup, pour vous parler un petit peu de moi, euh, j'étais sportif de haut niveau à l'époque, dans ma jeunesse. J'ai fait du foot, j'étais en équipe de France, comme Luc l'a dit. Mais voilà, j'ai fait les JO. On a fini à l'époque en 2012 vice-champion paralympique. Du coup, on a perdu 2-0 contre le Brésil. Mais c'est une vie, en tout cas, arrivé un moment qui me correspondait plus. Parce que le sport, on va dire le sport collectif, le foot en général, me correspondait plus. Donc j'ai décidé d'arrêter en 2015. Et du coup, comme j'ai grandi en montagne depuis tout petit, je suis issu d'une famille de montagnards. Mon papa, à l'époque, c'était les premiers, en tout cas avec un copain à lui, précurseur de faire du deltaplane dans le coin où j'habite. Du coup, voilà, mes sœurs sont montagnardes. Et pour moi, c'était important de revenir un petit peu à mes racines. Et j'ai eu l'idée, en fait, de partir, donc de repartir en montagne, de prendre d'autres crampons qui sont plus aiguisés, ceux-là, du coup, les crampons de montagne. Et voilà, donc j'ai rencontré des copains où on est parti, en fait, sur un premier sommet. Alors, à l'époque, Alors, David, oui. dis-nous quand même, pour toutes les personnes qui sont là et qui la plupart sont touchées, explique-nous quand même quelle est ta vision. Parce que ça donne tout le relief à l'histoire. Quelle est ta vision? Un dixième, un vingtième, Du coup, etc. moi, je vois moins d'un vingtième sur Moins d'un vingtième, donc presque aveugle. Voilà. Et j'allais en parler un peu plus tard parce que Ah, justement, d'accord, ok. du coup, je suis parti, on est parti sur l'Aneto. Donc aujourd'hui, moi, quand je pars en montagne, je déteste dire je vais vaincre un exploit sportif. La montagne, on ne la contrôle pas. On est tout petit en montagne, on n'est rien. La montagne, si elle veut, elle nous prend. Voilà, donc la montagne, si elle veut, on y va. Voilà, donc ça, moi, à l'époque, je ne l'avais pas spécialement compris. Je sortais du monde du foot où il faut à tout prix gagner, où il faut être à tout prix être le meilleur. Et j'ai été, entre guillemets, formé et pris dans les mains de grands montagnards qui m'ont inculqué cette philosophie parce que l'alpinisme, c'est une philosophie.
Du coup, on a eu donc l'idée de partir sur l'Aneto, c'est le plus haut sommet des Pyrénées, qui fait 3404 mètres d'altitude. Euh, on est redescendu, tout s'est bien passé. C'est la première fois que je prenais un piolet. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est un piolet, c'est une espèce de pioche en fait, avec une grande lame devant qu'on plante dans la glace pour faire des points d'ancrage du coup. Donc, c'est la première fois que je touche un piolet, que je m'en servais. Euh, et donc, on est parti, on est redescendu, on est parti après pour l'ascension du Mont Blanc. Alors, c'est des sommets qui parlent à tout le monde. Le Mont Blanc, ça fait, voilà, c'est des grands sommets, mais c'est des sommets qui sont pas si techniques que ça. En tout cas, sur la voie normale que j'ai faite moi, c'est pas si technique que ça. C'est beaucoup de marche. Après, il y a l'altitude. L'altitude, ça, c'est quelque chose en montagne. Le mal des montagnes, le mal de tête, euh, l'envie de vomir, des choses comme ça. L'altitude, ça nous donne tout ça. Donc, ce qui était amusant pour moi, du coup, c'était d'être confronté à l'altitude. Le niveau euh, technique, en tout cas, il est pas très prononcé, du coup. Donc, on a fait le Mont Blanc et moi, avec tout ça, de plus en plus, j'étais de plus en plus passionné par l'alpinisme, passionné par les montagnes, par les hautes montagnes, du coup. Et là, depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi, ben, je suis rentré chez moi dans les Pyrénées. Et aujourd'hui, je fais de la montagne tous les jours. Alors, la montagne, il y a plusieurs disciplines en montagne. La montagne, c'est quelque chose de général pour moi. Euh, En fait, euh, dans la montagne, il va avoir l'escalade, du coup. Il va avoir du ski de rando. Il va avoir de l'alpinisme. Voilà, que ce soit des couloirs de neige ou de glace. Et il y a de la randonnée. Voilà, donc moi, je me suis mis un petit peu à tout ça. Et je me suis confronté un petit peu à ma vision. Parce que pour moi, de rencontrer du moins des gens qui étaient montagnards, qui ne me connaissaient pas, enfin, qui connaissaient un petit peu ce que j'avais fait en montagne, mais de partir avec moi après, il faut connaître et c'est un peu plus compliqué. Et du coup, j'ai des copains qui sont au CAF du Comminges. Donc, le CAF, c'est le club alpin français. Alors, j'aime pas trop la mentalité du CAF, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que voilà, je vais apprendre des choses, je vais rencontrer des gens et je vais pouvoir progresser, en tout cas dans ma discipline. Euh, pour répondre à ta question, Luc, en, alors en montagne, l'été surtout, je fais beaucoup d'escalade, donc d'escalade de grande voie. Donc la grande voie, c'est plusieurs longueurs de cordes voilà, où on gravit une paroi rocheuse de plusieurs mètres. Là, c'est un peu compliqué pour moi parce que en n'y voyant pas spécialement, je vais chercher les prises. Je vais plus chercher les prises sur de l'escalade parce que des fois, il y a des passages obligés, des choses comme ça. Donc, du coup, là, je vais travailler beaucoup plus ma résistance sur les bras. Alors, en escalade, pour éviter de se fatiguer, il faut avoir les bras tendus et éviter d'être avec les bras qui sont, comment dire, pliés et contre la falaise, parce que là, on se fatigue beaucoup plus. Donc, du coup, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, la grande voie, c'est quelque chose qui est pour moi de belles sensations. Alors, je grimpe en tête en grande voie. Donc, en tête, c'est qu'on monte la corde jusqu'au prochain relais. Et du coup, ce qui est assez compliqué pour moi, avec ma vision, du coup, c'est de chercher les points. En fait, les points, c'est des espèces d'anneaux plantés dans la paroi où on va passer une dégaine, on appelle ça. C'est deux mousquetons avec une sangle. Et du coup, on va passer la corde pour s'assurer. Et ça, c'est hyper compliqué pour moi de les trouver parce que les points, c'est assez petit et sur la paroi,
ben, il faut chercher. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que ben, je fais du terrain d'aventure plus. Donc, terrain d'aventure, c'est là où on va poser nos propres points avec des friends et des coinceurs. Là, dans des fissures, des choses comme ça, où on va pouvoir s'assurer un petit peu comme on veut. Voilà. Donc, ça, c'est la grande voie. Et le terrain où les terrains où je suis beaucoup plus du moins, à l'aise, c'est la neige et la glace, du coup. Parce que c'est des terrains uniformes, où c'est plat, où au final, il n'y a pas trop de cailloux. Les pierriers, pour moi, c'est un peu compliqué. Je prends un peu plus de temps. Et du coup, voilà. Et en glace ou en neige, en fait, on fait plus nos itinéraires. On choisit un peu plus son itinéraire. On peut, voilà. Donc, il y a pas de, il y a pas de, comment dire, de prise à récupérer, à chercher comme en escalade. Euh, voilà. Et puis après, j'ai développé quelques techniques en montagne. Si quelques-uns d'entre vous, vous allez faire de la rando, par exemple, quand il y a des terrains qui sont un peu accidentés, dans des périodes, des choses comme ça, la technique que j'ai, c'est que enfin, je prends le sac de la personne qui est devant moi. Comme ça, je sens vachement les mouvements quand il y a des marches ou des choses comme ça. Et puis, c'est pareil en montée aussi, quand il y a des pierriers, ce que je fais, c'est que je prends le bâton. Donc, en fait, ça fait comme un trait d'union entre moi et la personne. Du coup, il y a la personne qui est devant moi qui tient le bâton et moi, je le tiens derrière. Comme ça, en fait, je sens le mouvement en fait, de la personne et le terrain, du coup. Donc, voilà. Donc, ça c'est des choses que j'ai mis en place. À ski aussi, à ski, ce que je fais beaucoup, c'est au talkie-walkie ou à l'oreillette, du coup. Ça permet voilà, la personne est derrière moi et du coup, en fait, il me guide un petit peu droite-gauche et ça nous permet de skier aussi tous les deux et ça, c'est assez chouette, quoi. Tout le monde prend du plaisir. Voilà, donc je vous conseille, en tout cas, s'il y en a certains qui... Voilà, il y a beaucoup de salles aujourd'hui qui sont ouvertes d'escalade. C'est devenu vachement à la mode, les salles d'escalade. Et bien, allez grimper, quoi. Allez grimper et vous allez voir, vous allez rencontrer des gens. Vous allez ben, toucher un petit peu ce qui est l'escalade. Et du coup, c'est chouette. Ça fait du bien à la tête. Voilà. Donc, du coup, après, qu'est-ce que je peux vous parler de... Il y a une... Là, cet été, par exemple, donc là, je m'entraîne beaucoup en montagne, du coup, sur de l'escalade et un petit peu de neige et de glace, parce que cet été, je pars dans les Alpes, du coup, avec des copains. Et on va faire une voie dans le Walker. Donc, c'est des voies qui sont assez difficiles. En mixte, on appelle ça. C'est de l'escalade, neige et glace, du coup. Et voilà. Donc c'est beaucoup de préparation et c'est beaucoup de passion. Et voilà. David, Ouais. euh, j'ai une question. J'ai une question de la part d'un des participants, une question un petit peu délicate, mais qui mérite d'être posée. Je vois donc écrit, David, vous êtes un exemple, mais une question me taraude l'esprit. Comment vous appréhendez le risque de chute? Hmm. Alors, déjà, c'est une bonne question. Déjà, je ne suis pas un exemple. Je ne suis pas un exemple. Moi, juste pour répondre à ça, c'est que moi, quand je pars en montagne, je pars avec les copains. En fait, dans une cordée, on a tous des difficultés, on a tous des faiblesses. Et c'est ça qui fait la force de la cordée. C'est que chaque personne, en fait, va apporter comment dire, ses forces et va faire avancer la cordée. Donc, moi, je suis l'exemple de rien. Et vraiment, voilà, je fais ça parce que c'est au plus profond de moi et c'est ma passion, du coup. Le risque de chute, eh bien, on ne peut pas l'appréhender du coup, parce que ça fait partie, enfin, quand on fait des choses comme ça,
quand on fait des sports à risque comme du coup la montagne, eh ben, ça fait partie aussi du jeu, quoi. Donc, euh, en montagne, je pense que d'avoir peur, c'est toujours très intéressant et très, très positif. Enfin, il faut avoir peur en montagne parce que c'est justement là où je pense que la chute arrive, du coup. Voilà, il faut avoir peur et quand tu as peur, en fait, eh ben, tu connais tes limites. Du coup, ben, la chute, moi, j'apprends, par exemple, si je dévisse sur une pente enneigée, ben, je sais comment m'arrêter. Après, ça va vite, ça va très très vite, on prend beaucoup de vitesse, mais il faut savoir les bases en montagne où il faut savoir s'arrêter sur des pentes, justement pour éviter de déballer 200 ou 300 mètres plus bas. Après, en général, on est en cordée en montagne, donc du coup, euh, quand on est sur de l'escalade de grande voie ou quand on est sur des couloirs de neige. Du coup, bon, quand on tombe, logiquement, on est toujours encore tendu. En montagne, il faut toujours être encore tendu parce que justement, le facteur chute, comme ça, il est moins fort. Donc, on est encore tendu et normalement, si on tombe, en fait, on va tomber de 3, enfin de 20-30 cm, l'élasticité de la corde, pardon. Voilà, le problème, c'est quand voilà, c'est quand la cordée dévisse, en fait, ben, là, c'est compliqué, quoi. Donc, logiquement, euh, logiquement, voilà, quand on tombe, en tout cas, et qu'on est en cordée, logiquement, ben, on ne tombe pas de très haut. Après, bien sûr, ça peut arriver fréquemment que ben, la cordée dévisse et que tout le monde arrive en bas, du coup, mais voilà, il faut faire attention à ça, du coup. Une autre question, c'est David, par tes expériences, tu démontres que la gestion de la malvoyance et le stress qui va avec peut être surmonté. Quel serait le message à notre égard, nous qui avons des difficultés au quotidien et qui espérons à la recherche? En fait, je pense qu'il faut, dans la vie, il faut faire les choses. Il faut faire les choses que vous avez envie, qu'on a envie. La montagne, vous savez, elle n'est pas accessible, elle n'est pas accessible pour nous. Aujourd'hui, en ville, on nous met tout accessible, tout ça. Et moi, je me sens beaucoup moins à ma place en ville qu'en montagne, du coup. La montagne, elle me prend comme je suis, en fait. Et du coup, ça, c'est hyper, hyper intéressant. Il faut faire les choses dans sa vie, dans la vie, il faut croire en soi. Je pense qu'il faut, voilà, quand on a des objectifs, des projets, il faut aller au bout. Il ne faut pas se dire, j'y vois pas, je ne vais pas y arriver. Et je pense qu'en fait, il faut surtout aussi, moi je le remarque beaucoup parce que depuis que j'ai intégré le club alpin français, en fait, je me suis retrouvé confronté à des gens qui savaient ce que j'avais fait. Mais en fait, il y a toujours ce côté un petit peu de se dire, oui, mais lui, il ne voit pas qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Et en fait, je pense il faut laisser faire les gens. Il faut laisser faire les gens, il faut commencer par des choses qui sont plus tranquilles, et puis les rassurer, et puis de plus en plus faire des choses qui sont sympas. Et ça, je pense que ça, c'est hyper important, de laisser faire la vie, de laisser faire le temps, laisser faire le temps, laisser faire la vie, laisser faire les choses. Les choses, elles viennent toutes seules après. Et puis, dans la vie, on ne va pas accrocher avec tout le monde. Moi, je rencontrais des gens, j'accroche pas avec eux. Pourtant, on a fait des sorties montagne, on s'est bien amusé, on a passé des bons moments, mais on n'accroche pas. Puis après, on va rencontrer d'autres personnes où on va accrocher, où on va faire des choses comme ça. Donc, du coup, il faut laisser faire la vie, laisser faire les choses, mais croire en soi, pas douter. Et ça, je sais que c'est pas facile, mais c'est que comme ça que, en tout cas, moi, j'y arrive. Alors, tu sais que Retina France a été quand même une association pionnière, c'est-à-dire en fait, on perd la vue, mais on se mobilise tous pour la recherche médicale. Et toi, tu es quand même assez symbolique à ce niveau-là, puisque
tu réussis à faire en étant pratiquement aveugle ce que beaucoup de bienvoyants n'arrivent pas à faire. Moi, je peux te garantir, je trahirai personne, cher professeur, mais j'ai eu 2 messages du professeur Solaire qui est complètement estomaqué, étonné, comme moi d'ailleurs, par ce que tu as pu faire. Notamment, il me disait, il a monté l'Aneto, lui, c'est pas évident. Toi, tu as réussi à le faire avec donc moins d'un vingtième. Si tu devais donner un message à toutes les personnes qui t'écoutent ce soir, ça serait en gros comment arriver à avoir ces objectifs en sachant qu'effectivement la vision reste un handicap au quotidien. Et une question qui vient de m'être posée aussi, à partir de quand ta rétinite s'est déclenchée? Ça a pas trop. Il y a 2 questions en une, cher David. Je vais essayer d'y répondre. Du coup, en fait, pour répondre déjà à la netto, comme tu disais, je disais tout à l'heure, c'est des sommets qui sont symboliques, mais qui au final, pour moi, ne sont pas difficiles. C'est-à-dire que j'ai fait des choses qui sont plus difficiles que la netto. Euh, je me suis retrouvé l'été dernier sur des voies où on est parti entre Pau et Aspet en tandem, où on a passé les grands cols des Pyrénées en tandem. Et avec des copains, il y avait chaque copain qui venait sur chaque voie donc d'alpinisme. C'était la grande voie. C'était c'était 14 longueurs de grande voie. Donc pour ceux qui connaissent, c'est des voies qui sont dans les Pyrénées. Il y a eu la sud-est du pic du Midi d'Ossau. Donc c'est de la grande voie, c'est que l'escalade pendant quasiment la journée, quoi. Après, on est parti, on a repris les vélos, on est reparti sur de la grande voie avec du coup une arête à la sortie qui était vachement effilochée. On avait l'impression qu'en fait, on posait un steak. Si on avait posé un steak sur l'arête, on aurait pu le couper tellement que c'était fin. Et une arête, en fait, c'est vraiment très long et très fin. Du coup, on est sorti de la voie, on est arrivé sur l'arête. Donc ça, c'était la Pense arrière, du coup. C'est une voie à Gourette, à la station de Gourette. Euh, du coup, après, on est parti à Gavarnie. On a fait une grande voie à Gavarnie, pareil. Et on a fini par le Grand Net de Spujol. Et en fait, en montagne, c'est hyper. On peut partir avec le beau temps, avec toutes les conditions réunies, des choses comme ça. Sur cette dernière ascension, du coup, on sortait à 3000, à 3065 mètres d'altitude. Donc le sommet, c'est le Spujol. Et du coup, sur la dernière longueur, donc la plus dure, en fait, on a les nuages qui sont montés et on a attrapé la grêle. Et du coup, là, en fait, il ne faut pas réfléchir, qu'on y voit ou qu'on n'y voit pas. Il faut avancer, il faut sortir de là parce que on ne peut pas venir nous chercher, quoi. Donc, voilà, il faut sortir de là. Du coup, c'était vraiment intense. Euh, donc, et pour répondre un petit peu à la question, moi, je suis né comme ça. Je suis né comme ça et j'ai grandi comme ça avec cette rétine pigmentaire. Depuis tout petit, moi, j'ai fait de la montagne, j'étais avec les copains, je faisais des conneries dans mon village. Et il n'y a jamais eu ce problème de différence entre eux et moi. Je faisais du vélo, j'en fais toujours du VTT un petit peu. Alors, il faut que les conditions elles soient réunies, il faut que le temps soit gris, il faut pas qu'il y ait trop, enfin voilà, pas trop de, enfin voilà, il faut que le soleil ne soit pas là. Euh, et du coup, je fais beaucoup de vélo en montagne, mais sur les pistes forestières. Et voilà, donc du coup, j'ai grandi comme ça et aujourd'hui, ben, c'est une force. C'est vraiment une force. Et pour répondre à l'autre question, ben, je pense que je vais chercher au fond de moi quelque chose. Je me sens vivant quand je fais de la montagne. Je vais chercher, quand on fait de la randonnée, je pense qu'on va chercher pour les gens qui voient, ils vont chercher le paysage parce que là-haut, c'est beau.
Quand on fait de l'alpinisme, on va chercher quelque chose qui est plus profond de nous. Et je pense que c'est pour, voilà, c'est nous, on se, on va chercher au fait quelque chose qui est au fond de nous et ça nous appartient du coup. Et, voilà, je pense que c'est un petit peu la différence entre la randonnée Et l'alpinisme. et l'alpinisme. Ouais. Alors écoutez, moi, ce que je voulais vous dire avant de vous saluer, c'est d'abord à nouveau remercier les intervenants, le professeur Solaire, David Labarre, remercier Jennifer Coste et Hélène Péguier, vous remercier à toutes et à tous et vous dire aussi que s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer au siège, on essaiera de les traiter dans les meilleurs délais, pas obligatoirement en une journée ou en une heure, parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les gens veulent des réponses immédiates, mais on ne peut pas répondre à tout le monde en même temps, mais on fera le nécessaire, comme d'habitude. Encore un grand merci. Retina France reste une très, très grande famille, vous le savez. Pour celles et ceux qui nous rejoindront à Dax, c'est génial. Pour les autres, on reste à leur disposition du lundi au vendredi, donc pour répondre à toute demande. Merci beaucoup et nous vous souhaitons une bonne soirée